Omar Nadir, qui est vraiment bienveillant à tous égards sur l'accueil et sur l'état d'esprit dans lequel nous abordons ce travail, c'est-à-dire voué à la cause plurielle, multidisciplinaire, pluriprofessionnelle dans laquelle nous évoluons. Et bien sûr, vous remercie infiniment de votre présence, que vous soyez étudiant, profane, professionnel. Effectivement, ce sujet concerne absolument tout le monde et je vais essayer de vous sensibiliser lors de cette intervention sur la psychologie ou la prise en charge psychologique des victimes. D'ores et déjà, je crois qu'il faut préciser un petit peu le cadre professionnel ou l'axe dans lequel je vais intervenir, c'est-à-dire, je suis un criminologue. Un criminologue, c'est peut-être une profession que vous connaissez mal ou moins par rapport à d'autres avec lesquels vous travaillez habituellement, mais on va simplifier la chose en se disant entre nous qu'un criminologue, c'est tout simplement un spécialiste qui traite des phénomènes de souffrance et de violence. Ce sont les deux pôles majeurs du criminologue, souffrance, violence. Et donc, victime pour les souffrances, agresseur ou toute autre cause posant problème pour la victime, donc l'agressologie ou la criminologie stricte, si je puis dire. Évidemment, à l'occasion de cette intervention, nous sommes plutôt sur le pôle victimologie, c'est-à-dire l'étude de toutes les personnes qui, de près ou de loin, vont être touchés par une catastrophe naturelle, puisque c'est l'objet, en tout cas, de cette intervention pour aujourd'hui. Mais je veux vous sensibiliser, en fait, déjà, en introduction, à ce qu'est une victime. C'est-à-dire, on va essayer de le voir de la manière la plus extensive possible. Une victime, ce n'est pas uniquement une personne qui aurait subi une agression. Une victime, si on reprend même une définition générale que vous pouvez facilement retrouver sur Internet, c'est une personne qui subit, pâtit des effets d'une situation, d'événements, de choses néfastes. Évidemment qu'une catastrophe naturelle implique des victimes. Mais après avoir dit ça, on pense beaucoup trop souvent aux victimes mortes. On pense peu ou moins aux victimes blessées, traumatisées, et surtout qui s'inscrivent dans le temps. C'est-à-dire celles, par exemple, qui ont déjà connu un événement traumatique de type catastrophe naturelle 5 ans, 10 ans, 15 ans auparavant, qui peuvent le revivre à l'occasion d'une autre catastrophe, qui vont donc répéter le cycle victimologique. On parle beaucoup moins aussi des victimes qui sont les témoins, qui n'ont pas forcément été victimes directes, mais les victimes dites indirectes, collatérales de l'événement. Ça peut être une personne qui a vu une personne mourir, ça peut être une personne qui a entendu la souffrance d'une autre personne et qui l'a pris pour soi. Ça peut être une personne aussi qui, fort d'un traumatisme, va malheureusement sombrer dans une forme de vulnérabilité extrême. Ça peut prendre la forme d'une clochardisation, ça peut prendre la forme d'une intériorisation majeure, une personne qui est reclue, qui ne sait plus vraiment se développer normalement, donc l'extrême vulnérabilité. Mais n'oublions aussi jamais qu'une personne ayant vécu un traumatisme majeur au plan victimologique peut compenser, c'est-à-dire quitter son stade de vide existentiel pour le remplir de toutes sortes de choses néfastes et devenir un agresseur, c'est-à-dire une victime devenant agresseur. Quelqu'un qui a été traumatisé par une catastrophe, qu'elle soit naturelle ou autre, et qui, par exemple, en vient à se radicaliser, qui en vient à en vouloir aux autorités parce qu'elles n'ont rien fait, à une personne qui aussi peut s'en prendre à sa famille parce qu'elle ne comprend pas comment, après avoir vécu de tels événements, cette personne, par elle-même, comme presque par enchantement, devrait se rétablir et reprendre la vie comme si de rien n'était, mais la vie ne sera plus comme avant, après cette catastrophe. Et il faut donc comprendre ces multiples facettes de la victimologie, dans ses causes, dans ses manifestations, dans ses conséquences, pour essayer, avec tous les acteurs de terrain,
d'intervenir au plus tôt, au plus près, de la meilleure façon pratique possible pour éviter ce type de travers. Et j'insiste vraiment, ces travers sont multiples et impliquent autant des victimes directes que des victimes indirectes, des victimes physiques que des victimes psychologiques, des victimes immatérielles que des victimes matérielles, etc., etc. Alors, ce faisant, j'ai pris le soin de partir d'un document majeur qui s'appelle « Les premiers secours psychologiques, guide pour les acteurs de terrain ». Je vais donc partir du moment clé où les primo-intervenants en viennent à essayer d'aider les victimes, au sens large donc, à l'occasion de catastrophes naturelles. Je ne parlerai donc pas ici, bien que ce soit passionnant et très utile, des prises en charge à long terme. Je ne parlerai pas non plus ici des causes profondes qui se répètent par cycle, transgénérationnelles, cycliques, de victimes qui malheureusement se mettent parfois elles-mêmes en difficulté ou en situation à risque sans même le vouloir. Non, je parlerai uniquement donc des victimes qui viennent d'être prises complètement dans un tremblement de terre par exemple, et qu'est-ce qu'on fait immédiatement à cette occasion-là, les b.a.-ba des pratiques de secourisme, on pourrait dire, mais sous l'angle psychologique. Et je finirai cette introduction en vous disant aussi que je crois profondément qu'on sous-estime l'intervention psychologique un peu partout, mais peut-être un peu plus, moi qui voyage beaucoup en Afrique, dans l'ensemble du continent africain. Je veux dire par là que nous croyons, sans doute à tort, que l'être humain a suffisamment de ressources pour s'auto-réhabiliter, s'auto-réinsérer, s'auto-reprendre la vie normale. Encore une fois, comme si de rien n'était. Mais c'est faux. Il y a plein de gens qui gardent en eux-mêmes des traumatismes majeurs. Et n'oublions jamais que risque majeur implique proportionnellement traumatisme majeur. On va voir qu'il y a une diversité dans la réaction, dans le ressenti, dans la manière de vivre, évidemment, ces événements. Il n'en reste pas moins que l'impact psychologique est capital. Et j'insisterai aussi sur la prise en charge ou ce qu'il faut faire pour les primo-intervenants eux-mêmes. C'est-à-dire que ceux qui interviennent sont évidemment des êtres humains comme les victimes et doivent, parce qu'ils sont confrontés tous les jours à l'occasion de leurs interventions, à des scènes difficiles, à des personnalités compliquées, à des traumatismes variés qui les impactent même sur tout ce qu'ils doivent essayer de faire au mieux. Et si un primo-intervenant n'est pas bien psychologiquement, pour faire simple, il va manquer en tout ou partie la qualité de son intervention. C'est aussi ça l'enjeu de la psychologie ou des premiers gestes d'intervention psychologique de secours en matière de catastrophes naturelles notamment. Alors j'insiste sur le fait que ce document est facilement accessible sur Internet. Il suffit de taper « Premier secours » en matière, pour les secours psychologiques, donc les PSP en matière de catastrophes naturelles, et vous le retrouverez facilement. Mais prenez garde. C'est ma première mise en garde. Un document n'est en rien un acquis de comportement. Il doit être appliqué, il doit être expérimenté, il doit être adapté à la culture du pays, il doit être mis en œuvre de manière à ce qu'une formation digne de ce nom, en tout cas, puisse en retirer la substantifique moelle pour que nous ayons vraiment des gens qui, une fois qu'ils se retrouvent sur le terrain, puissent, presque comme un réflexe conditionné, comme on dit s'il te plaît, merci, pardon, avoir le même réflexe en se disant je dois faire ceci tout de suite avec quelqu'un ou ne pas faire ceci avec quelqu'un. Et ça ne viendra jamais à la lecture d'un document. Ça viendra toujours par l'expérience professionnelle, en tirant les leçons de ses erreurs évidemment, mais également par des formations que j'appelle moi pratiques, c'est-à-dire fondées sur des simulations vidéo, fondées sur des études de cas réels, fondées sur une expérience éprouvée où on va mettre en scène le stagiaire, le former, pour qu'il puisse se dire, tu vois, là, il y a quelqu'un qui joue la victime, elle va te dire ceci, elle joue cela, avec un scénario extrêmement réaliste.
Et nous allons apprendre petit à petit à trouver les mots, à trouver les attitudes, à trouver les manières d'être et de faire qui seront les plus pertinentes, les moins traumatisantes, en tout cas permettant de réduire le risque majeur de traumatisme psychique, puisque j'ai bien entendu ce matin que dans les risques majeurs, il y avait les risques liés à la santé humaine. Eh bien, la santé humaine, c'est autant ce qui est physique et psychologique, et je vais m'y atteler dès à présent. Alors, d'ores et déjà, je vais partir du mode d'emploi. Mon expérience me montre que lorsque l'on fait une intervention pendant 2 heures, 3 heures, une journée, on n'en retient qu'à peu près 10%. Désolé de vous dire ça, ce n'est pas vous sous-estimer bien entendu, mais c'est une réalité statistique. Il va falloir partir de quelque chose de très simple, ce que moi j'appelle le guide de poche des premiers secours psychologiques. Dans ce mode d'emploi, en page 62, et donc on va directement à la page 62 pour essayer de se remémorer l'essentiel, il y a un résumé de ce que nous devons savoir. Qu'est-ce que les premiers secours psychologiques, d'abord de manière générale? On décrit les premiers secours psychologiques, PSP donc, comme étant une aide à la fois humaine et soutenante, apportée à une personne qui souffre et qui peut avoir besoin de soutien. Je crois que vraiment dans cette définition, tout est quasiment dit si vous décortiquez chacun des termes. En effet, d'abord, il s'agit d'une aide. Une aide, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui nécessite un professionnel. Une aide est à la portée de toute personne bienveillante qui est un primo-intervenant sur la scène d'intervention. Ça, c'est la première leçon. Donc, c'est quelque part, comme je l'entendais dire ce matin, à juste titre, la catastrophe naturelle appartient et est l'affaire de tous. On devrait commencer par essayer de changer ses comportements dans une famille, dans une école, auprès de nos voisins, de toutes les personnes en fait impliquées, qui ne sont pas nécessairement des professionnels. De ce point de vue-là, c'est un petit peu la même idée que les gestes de premier secours, finalement, le secourisme qu'on apprend dans les écoles ou ailleurs, mais d'ordre psychologique, qui généralement est plutôt délaissé ou sous-estimé ou mal abordé dans la pratique. Et l'aide, ça ne veut pas dire guérir. L'aide, c'est essayer de soulager la personne. C'est essayer de lui apporter quelque chose qui lui manque dans une première approche. C'est aussi, et c'est là où je veux vraiment insister, d'une extrême utilité, parce que si on applique le simple principe de « il vaut mieux prévenir que guérir », si vous laissez courir un traumatisme ou un choc traumatisme dans le temps, si vous n'intervenez pas tout de suite pour essayer de le court-circuiter ou de le limiter, alors nous allons payer le prix de ce manque d'intervention plus tard par quoi? Une maman qui vraiment n'arrive plus à mener à bien l'éducation de ses enfants, un primo-intervenant qui manque ses futures interventions, un individu qui, à force d'être victime, délaissé pour compte, seul, vidé de tout sentiment d'existence, peut commencer à agresser ou à foutre le bordel dans la ville. Un individu qui compense en se disant « Ah, ça serait tellement bien de prendre un responsable autorité, et je vais pester, contester, critiquer à tout crin comme un révolutionnaire de la première heure, etc., etc. » Cela va désorganiser le comportement de beaucoup de personnes en réalité, alors qu'on pourrait tout simplement trouver les mots, quelques attitudes essentielles, tout de suite au moment où ça arrive pour essayer de calmer le jeu et de rendre en tout cas une situation plus tolérable qu'elle l'est en évitant le pire par la suite. Voilà en gros l'idée générale. Alors, deuxièmement, il y a une aide à la fois humaine et soutenante. Ça, c'est renvoyé un petit peu à l'éducation de Françoise Dolto, une éminente intervenante dans ce champ, mais pour faire simple, l'humanisation. L'humanisation. Mot-clé. C'est-à-dire la chaleur humaine. Ça veut dire être avec une personne.
Ça veut dire de ne pas la laisser seule face à son gros problème. Ça veut dire quelque part aussi avoir un peu le comportement d'un bon père de famille, d'une bonne mère de famille, d'être charitable aussi, pourrait-on dire, vis-à-vis de son prochain. Mais quand même, parce que ça ne s'improvise pas, on va en voir des repères essentiels pour ne pas manquer cette aide. C'est pourquoi on va soutenir cette personne, tout autant qu'on va se soutenir dans l'apprentissage et la mise en pratique de ces bons comportements. Puis, apporter à une personne qui souffre. Waouh! Là, on va voir qu'il y a des personnes sur lesquelles les PSP sont tout à fait valables. Parce que ce n'est pas une énorme souffrance, parce que ce n'est pas quelqu'un qui pète les plombs complètement, parce que ce n'est pas une personne qui, bien sûr, est quasiment morte, est tellement blessée en tout cas qu'elle est inconsciente, et ça ne sert à rien de lui parler dans ces cas-là. C'est une autre sorte d'aide médicale ou de prise en charge hospitalière, par exemple, qui est adaptée à son cas. Mais celles qui souffrent, qui savent entendre, en gros, qui sont accessibles à ce que vous pourrez leur dire, oui, doivent être ciblées et ensuite aidées de cette manière-là. Donc on va forcément exclure certaines personnes qui ne sont pas accessibles à ce type d'aide, et on va au contraire se concentrer sur celles qui sont accessibles, et même voir en quoi la particularité de ces personnes mériterait une aide particulière, spécifique à leur cas. Un peu comme on ne parle pas de la même manière un adulte et un enfant. De la manière qu'on ne parle pas de la même manière avec quelqu'un qui a perdu un proche et qui a juste perdu une voiture. Il y a bien sûr une adaptation du discours et du comportement à avoir suivant le cas. Chaque cas est différent. Et puis, qui peut avoir besoin de soutien? Eh bien, notez bien que l'aide n'est pas systématique. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie qu'on les aide. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à ce qu'on les aide. Il y a des gens qui, au contraire, ont besoin d'être aidés, peut-être même qui croient avoir besoin d'être aidés, mais peu importe, il y a encore une fois une grande diversité. Et ce qu'on dit ici, c'est qu'on aidera juste celles qui peuvent avoir besoin de soutien. C'est-à-dire qu'ils soit en expriment clairement la demande, s'il vous plaît, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, ou alors, à l'évidence, quelqu'un qui souffre, pas trop, mais pas non plus au point de s'assumer elle-même, et de se dire, je vais prendre les devants moi-même en tant qu'aidant intervenant, primo-intervenant, pour essayer de l'aider. Et on voit ce que ça donne. Voilà. Voilà ce que c'est, en gros, que les premiers secours psychologiques. Point de repère clé. Il y a 4 éléments qui impliquent une pleine responsabilité de cette intervention. Des principes simples, mais essentiels qu'il faut impérativement respecter. Quels sont-ils? Premièrement, respecter la sécurité, la dignité et les droits. Il y a un effondrement de terrain, comme on l'a évoqué ce matin. La personne, elle est juste en bas des cailloux qui sont amassés. Et là, vous intervenez, elle est assise, elle ne sait plus très bien où elle est, elle regarde un peu hagard la situation, et puis là, vous dites, bon, excusez-moi, on va vous parler, hein, je vais vous expliquer un petit peu comment je pourrais vous soutenir. À quoi ça sert de parler à cette personne si elle n'est pas, comme vous, en sécurité par rapport au risque possible d'éboulement encore dans la zone? Il faut bien entendu mettre cette personne à l'écart, comme vous, pour que tout se fasse en sécurité. D'ailleurs, je rajouterais qu'il y a un certain spécialiste, Maslow, qui a évoqué une pyramide bien connue où vous ne pouvez pas aider quelqu'un psychologiquement si vous n'avez pas, au minimum du premier stade de l'aide, apporté nourriture, logement, mais également sécurité. Voilà. À quoi ça sert, encore une fois, de se parler dans cette salle et de pouvoir m'écouter, de pouvoir avancer mentalement, intellectuellement, psychologiquement, si vous n'avez pas un minimum de repos, si vous n'avez pas un minimum de sécurité? Il y aurait effectivement des bombes qui tomberaient dans cette salle que vous ne m'écouteriez même pas. Il faut évidemment que nous puissions être dans un environnement sécure avant de parler. Or, il y a des gens qui ne se sentent pas en sécurité victimes. Il y a des gens qui ne se sentent pas en sécurité, même primo-intervenants, qui sont tellement angoissés par le contexte, qui disent « qu'est-ce que je vais faire? Moi, je commence par quoi? Je ne sais plus quoi faire. » Ils sont même parfois perdus. Parfois, ils sont même plus victimes que la victime qu'ils doivent aider.
Ça peut arriver. Alors, il faut essayer de rechercher cette sécurité, mais également rechercher cette dignité et les droits. C'est-à-dire qu'on va peut-être recouvrir une personne qui est dénudée, parce que, voilà, elle est tombée, ça a arraché une partie de ses vêtements ou ce genre de choses. La dignité aussi, c'est se dire qu'elle peut être dans un sale état psychologique, hystérique, elle commence à bouger de partout, elle est mal, quoi, vraiment, de dire, voilà, mettons-nous de côté, si on travaille un petit peu cette dignité pour qu'elle puisse se sentir plus à l'aise, en tout cas, que dans un contexte exposé. Oui, des choses comme ça. Et au bout du compte, j'ose dire, qu'est-ce que vous feriez pour votre mère, pour votre sœur, pour votre fille, pour vos enfants? Qu'est-ce que vous attendez finalement qu'on fasse pour vous, que la victime attend que vous fassiez pour elle? C'est-à-dire, essayer de se mettre à la place de quelqu'un que vous connaissez, en disant, bah, je pense que ma mère aimerait que je fasse ça. Moi, j'aimerais qu'on fasse ça. En tout cas, le premier principe, c'est vraiment de se mettre à la place de l'autre et de commencer par les b.a.-ba de l'altruisme et de l'empathie vis-à-vis d'elle. Deuxièmement, adapter ce que l'on fait pour prendre en compte la culture de la personne. C'est là où, autant je crois à des formations extrêmement pratiques que nous faisons en France notamment, mais pas que en France, où, oui, les mises en situation, les scénarios réels. Je vous donne un simple exemple. Par exemple, moi, j'adore avoir, imaginons sur cette scène, quelqu'un dont j'ai donné un scénario qui est victime de, alors tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois pas dire ceci, etc., avec des moments clés où je vais dire, là, quand je frappe, tu vas faire ceci, quand je vais frapper 2 fois, tu vas faire cela, ou 3 fois, tu vas lui exploser la tête parce que tu deviens agresseur, par exemple. Par exemple. Et l'autre personne, primo-intervenant, qui a entendu la formation plus théorique, on va dire, même si elle est déjà plutôt illustrée, etc., par différents moyens, ne sait rien de ce qu'il attend. Il doit vraiment essayer de mettre en pratique ce qu'on lui a dit, mais aussi trouver les ressources personnelles de bon sens, pour essayer de traiter ce cas. Et c'est là où on voit quoi, en fait? On voit la plupart du temps, premièrement, des gens qui ne sont pas faits pour ça. Ou à l'inverse, des gens qui sont faits pour ça. Qui révèlent à cette occasion, parce que c'est très révélateur, les mises en situation, très très révélateur, de ce que l'on aime faire, de ce qu'on n'aime pas faire, des ressources de compréhension, d'aide, d'écoute, alors que l'autre est parfaitement hermétique à tout ça, et n'a qu'un objectif, c'est, voilà, que ça se fasse de manière industrielle et qu'on fasse ça un peu de manière quantitative, statistique, sans vraie relation humaine. Il y a de tout. Mais au moins, avoir déjà un premier diagnostic sur quel est cet intervenant, quel est ce stagiaire, quel est en gros son profil, fait ou pas, compatible ou pas avec une intervention. Et si on optimise ça, c'est-à-dire qu'effectivement, après l'avoir révélé, on sait qu'en gros, bah, il est plutôt bon là-dedans, ou quelque part il y a des choses à revoir, mais il est toujours bon, ou alors il y a des choses à revoir, mais il y a tellement de choses à revoir qu'on peut se poser la question de savoir s'il est fait pour ça. En tout respect avec cette personne, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut de l'efficacité, on veut de la compétence, on veut de l'expérience pour pouvoir vraiment aider les gens. Eh bien, il faut connaître ses limites. Il faut connaître ses limites et connaître aussi la portée de tout ce que l'on peut faire. Qui peut prétendre, ici, dans cette salle, savoir tout de lui-même dans une primo-intervention de catastrophe naturelle? Personne. Et même lorsqu'on aura fait une intervention de type simulation, réalisation vidéo, etc., on se sera peut-être rapproché de certains aspects plus éclairés dans la matière, mais on ne saura toujours pas tout. Mais au moins, on aura une première approche plus pertinente, lucide, juste, de ce que cette personne sait ou ne sait pas faire. C'est capital, parce que, comme on l'a dit à très juste titre ce matin, on parle de vie humaine. Et la moindre des choses, c'est de pouvoir se dire que si je veux aider quelqu'un, je dois être formé, bien formé, vraiment à la mission à laquelle on m'attend, et avoir un niveau de validation suffisant, peut-être même optimal même, sur cela. Mais deuxièmement, est-ce que vraiment je suis fait pour ça? Moi, je peux vous dire une chose, par exemple, je ne suis pas un comptable, je ne suis pas un financier, je ne suis pas même un politique, je ne suis pas quelqu'un qui pourrait rester dans mon coin et ne rien faire. Je m'ennuierais profondément.
Je me connais pour ça. Mais si je devais me retrouver demain sur une scène d'intervention avec une personne qui a le crâne un peu ensanglanté, qui regarde de partout, qui vient effectivement de se prendre une inondation dans la vue, qui a perdu tous ses biens et peut-être même déjà, il ne sait pas où sont ses proches, disparus on ne sait où, etc. Est-ce que moi, aussi expérimenté que je sois en mes 20 ans, 20-25 ans d'expérience de criminologie, je pourrais être un bon intervenant? Ben, je n'en sais rien. Mais ce que je sais en tout cas, c'est que je pourrais commencer à m'en rapprocher si vraiment je suis bien formé à cela. Pas uniquement parce que je fais partie de la protection civile, pas uniquement parce que je suis un grand gendarme, pas uniquement parce que je suis passionné par le sujet avec un altruisme humaniste débordant. Il faut essayer de se rapprocher du bon profil de l'intervenant. Alors, la culture y participe, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire, je ne connais pas grand-chose à l'Algérie. C'est vrai. Et je me vois donc, en cas d'intervention, apporter des éléments essentiels appartenant à la psychologie humaine ou aux techniques rodées qui fonctionnent bien, parce que ça, je pourrais effectivement faire. Et je considère que tout être humain a la même psychologie, de la manière qu'en médecine on dirait que nous avons tous le même corps qui fonctionne à peu près de la même manière. Donc de toute façon, ça va marcher en gros. Mais l'élément culturel est quand même capital. De se dire qu'il faudrait quand même quelqu'un avec moi, à côté de moi, ensemble justement dans un vrai partage, une vraie convergence d'intervention, puisse travailler sur des éléments culturels adaptés à une culture algérienne. Donc c'est forcément bicéphale. C'est forcément une co-action, une association de bienfaiteurs. Troisièmement, savoir quelles sont les autres mesures d'intervention d'urgence. Je vous l'ai dit, il y a des cas où l'aide et l'écoute du quidam sera insuffisante. Il va falloir relayer auprès d'autres professionnels. Est-ce que vous savez vraiment ce que fait un médecin urgentiste ? Est-ce que vous savez vraiment ce que... On posait des questions très lumineuses ce matin sur « Ah oui, mais est-ce que vous faites ceci? Est-ce que vous faites cela? Est-ce que vous pensez effectivement que ces services fonctionnent ?» Mais ce moment de partage où on communique sur ce que l'autre fait, c'est cardinal. Est-ce que vraiment le policier sait tous les services que fait la gendarmerie? Je me pose la question en tout cas. Est-ce que vous savez ce que font les psychologues dans des... S'il en existe d'ailleurs suffisamment, ou dans la pertinence de leur fonction, est-ce qu'ils savaient vraiment ce qu'ils font lorsqu'on est, je sais pas moi, à la protection civile en tant que superviseur de l'action, etc., etc. On connaît des formations qui existent en le domaine, mais est-ce qu'il en existe profondément en psychologie et surtout qui soient suffisamment pertinentes au vu des questions de ce matin pour que cela renverse la vapeur des chiffres? À se dire qu'on a effectivement des services, des gens très bien qui travaillent, des personnes qui font de leur mieux pour progresser et se former avec les moyens du bord. Tout ça est très bien. Mais la remarque a été incisive ce matin. Ce n'est pas assez. C'est clair que ce n'est pas assez. Parce qu'il y a toujours des morts, parce qu'il y a toujours des retards, parce qu'il y a toujours des personnes qui malheureusement ont à essuyer la tragique destinée de catastrophes naturelles. Et on se dit qu'on pourrait vraiment faire mieux. Alors si on peut faire mieux, on raisonne ensemble. On se dit effectivement, savoir quelles sont les autres mesures d'intervention ou d'intervention d'urgence que d'autres acteurs peuvent faire. Un truc capital, ça concerne les protocoles. Il a été évoqué à juste titre la problématique des coordinations. C'est-à-dire, on arrive sur une scène d'intervention, chacun enfin travaille à côté des autres. Chacun dans son domaine, spécialisé dans son truc. C'est déjà pas mal, bien sûr. Mais ce qu'il faut, c'est un protocole d'intervention. C'est-à-dire, tout est paramétré à l'avance pour gagner du temps, pour que chacun articule son action les uns vis-à-vis des autres, pour qu'on optimise les moyens, justement, et qu'on cible là où on a besoin d'une protection civile, là où on a besoin d'un psychologue, là où on a besoin d'un médecin, là où on a besoin, effectivement, de pompiers, là où on a besoin d'autres intervenants qui seront les plus adaptés de manière optimale à la situation. Mais il y a un cadre général. Il y a un cadre général dans lequel on doit savoir, sans réfléchir, avoir un réflexe conditionné d'intervention. L'exemple pendant que je pourrais donner, c'est, même s'il n'a pas la même, évidemment, on ne peut pas tout comparer, c'est en matière de terrorisme. Vous croyez que lorsqu'il y a un attentat qui intervient au Bataclan, tout le monde commence à se poser la question, mais qu'est-ce que je fais? Non.
Ils doivent se dire, voilà, dans les toutes premières heures d'intervention, même les toutes premières minutes d'intervention, on sait que la préfecture fait ça. On sait que les ambulanciers font ça. On sait que les services d'intervention, donc force spéciale, font ça. On sait que le docteur, il fait ça. On sait que l'urgentiste, médecin légiste fera ça. Tout le monde est briefé et a déjà été formé. Et c'est comme un réflexe conditionné ce que fait l'autre. On gagne du temps. On est plus performant. Chacun comme une petite fourmilière où il y en a un qui porte sur son dos l'autre, qui va traîner l'autre qui va directement à la fourmilière, l'autre qui va surveiller, rechercher, sonder ce qu'il faut faire. Tout ça, vous voyez, chacun a son rôle. Et ça, je crois que c'est une des priorités. Alors, pour le guide, il faut bien se préparer. Dit-on. C'est-à-dire, renseignez-vous sur la situation de crise. Renseignez-vous sur les services et les soutiens disponibles. Renseignez-vous sur les questions de sécurité. Mais au-delà, c'est se préparer psychologiquement. Imaginez 30 secondes. Je sois un intervenant ici dans cette belle salle. J'ai fait 2 nuits blanches. Je viens de sortir d'un divorce. J'ai appris que j'avais une maladie, que je suis enrhumé, que je ne vais pas bien. Je suis mal payé. Je me suis pris la tête avec mon chef. J'ai eu un accident de voiture, je ne sais pas comment encore je vais payer cette facture, mais il va bien falloir que je la paye. Etc., etc. Et là, tout à coup, il y a la sonnette qui est retentie et je dois intervenir dans l'heure pour aller sauver 2, 3, 4, 10 personnes qui se sont fait ensevelir sous un tas de boue. Fais chier, putain. Fais chier. Encore un problème de plus. Tout est possible. On peut avoir quelqu'un qui, après avoir vécu tous ces problèmes, trouve l'éclair de vitalité pour reprendre toutes ces capacités pour intervenir de la meilleure façon. Enfin, vous conviendrez avec moi que si on travaille à son hygiène de vie, si on travaille à son équilibre psychologique, si on travaille à la qualité familiale, si on travaille à l'amour envers ses proches, etc., on est bien entendu bien mieux armé pour aider les autres. Cela commence par soi. Voilà. Et au-delà, les principes d'action des PSP, c'est observer. On dit souvent qu'il y a observer, écouter et mettre en contact. On voit bien d'ailleurs par les petits schémas, vous voyez, ou les petits dessins qui sont à droite du texte. Observer, écouter, mettre en contact. Bon. Identifier les personnes ayant clairement des besoins essentiels urgents. Identifier les personnes donc en profonde détresse. J'insiste, il faut bien sélectionner les personnes que l'on peut aider dans ce cadre des PSP. Si on a quelqu'un ayant clairement des besoins essentiels urgents, si on peut répondre tout de suite à ses besoins soi-même, on le fait. Mais je l'ai dit, s'il y a urgence, ce n'est pas vous qui allez intervenir, c'est d'autres personnes que vous savez pouvoir intervenir. Encore faut-il le savoir. Encore faut-il que vous soyez en contact. Encore faut-il que vous ayez la sûreté qu'en les appelant immédiatement, ils peuvent réagir dans les besoins que vous avez ciblés. Pas sûr. Identifier les personnes en profonde détresse, il y a des signes. Il y a des comportements, il y a des attitudes, il y a des paroles, il y a une manière d'être. Tout ça, ça doit s'apprendre. C'est pas comme ça. C'est pas je pleure, je vais mal. Il y a plein de gens qui peuvent ne rien dire et qui sont en profonde souffrance. Il y a des gens au contraire qui viennent agressifs. Vous dites, oh là, il est agressif, lui. Dégage. Tu me fais chier toi aussi. Sauf que l'agression, l'agressivité, c'est un signe possible, même probable pour certains profils de personnalité, d'une grande souffrance. La violence naît de la souffrance. Eh oui. Et on peut avoir aussi, dans l'écoute, aborder les personnes qui peuvent avoir le besoin de soutien. Demandez-leur quels sont leurs besoins et leurs préoccupations. Écoutez les personnes et aidez-les à se calmer. Tout ça semble le bon sens.
Mais j'ai vu par exemple des choses incroyables sur des scènes d'intervention. Par exemple, le syndrome du sauveur. La personne qui a tellement été en manque affectif dans son passé, qui ne peut s'empêcher de vouloir aider les autres à tout prix. Donc, il croit que c'est un Superman du sauvetage. Tout lui est possible, tout est incroyablement possible, et il fera le nécessaire. À ce stade, il faut travailler sur soi avant d'intervenir. Nous ne sommes pas des sauveurs, vous n'êtes pas des sauveurs, vous êtes simplement des personnes qui apprenez à aider les autres de manière raisonnable. Ensuite, demandez-leur quels sont leurs besoins et leurs préoccupations. Cela doit venir des autres. C'est-à-dire, vous pouvez détecter un certain nombre de choses, mais le respect de la dignité, le respect de la conscience d'une personne, le respect de sa liberté aussi, si on élargit les points de vue, c'est que ça vienne d'elle. Par exemple, je prends un cas beaucoup plus général, une personne qui va mal dans son couple ou dans son travail. Et puis vous dites, je pense sincèrement que tu devrais faire ça. Il faut que tu fasses ça même. C'est la seule façon de t'en sortir. Mais non, il y a des gens qui ne sont pas prêts à entendre ça, qui ne sont pas faits pour entendre ça. Ils ont besoin de vous dire, voilà, dans l'état dans lequel je suis, voilà la situation. Là, vous écoutez. De l'état psychologique ou matériel dans lequel cette personne est, vous commencez à vous adapter. Vous commencez à lancer des pistes sérieuses d'intervention. Ça vient d'elle, pas de vous. C'est en fonction des informations que la personne donne, de l'état réel qu'elle restitue, confronté à votre appréciation, eh bien tant mieux, ça fait deux sources d'informations au lieu d'une, on va dans le même sens, mais fondamentalement, vous devez respecter cette personne. Écoutez les personnes, aidez-les à se calmer. La nouveauté, c'est se calmer. Comment peut-on calmer les gens? Alors là, on est carrément dans une formation en gestion des conflits. Il y a des gens, par exemple, qui sont prostrés, parfaitement reclus, qui sont presque des escargots, des ermites derrière leur coquille. Je vous donne bien du plaisir pour essayer de franchir la glace, de briser la glace et d'essayer de les calmer derrière. Et pourtant, il existe des techniques fort judicieuses à mettre en pratique. À l'inverse, les personnes, on l'a déjà dit, fortement agressives, qui sortent les poings, qui gueulent sur tout le monde, qui sont vraiment parfaitement détestables, comment on fait pour les calmer? Parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient aussi leur rentrer dedans et être agressifs avec eux. La violence engendre la violence. Alors, c'est pas n'importe quel aussi primo-intervenant qui aura la capacité de calmer les violents. Qui peut dire aussi dans la salle qu'il y ait, voilà, cette capacité de dire, si j'ai quelqu'un en face de moi qui est violent, oh, je serai, c'est sûr, capable de le calmer, et en 5-10 minutes, il va être un gentil, très gentil, adorable. Non, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et là encore, dans une équipe d'intervention, il y a peut-être des gens qui sont plus à même de négocier. Il y a des gens qui sont plus à même pour calmer ou parler de manière très affective quelque part avec quelqu'un et audible donc pour ce type de personnes. À l'inverse, d'autres personnes dont on sait que le collègue, lui, on le sait depuis longtemps, calmer quelqu'un qui est en rogne, qui est en colère, c'est son truc. Il faut le savoir. C'est-à-dire que la communication, c'est pas uniquement entre services, entre acteurs appartenant à d'autres services, c'est bien entendu la communication et l'affectation des rôles dans le groupe de primo-intervenants où qu'il soit. Alors, mettre en contact, aider les personnes à répondre à leurs besoins essentiels, à accéder aux services, aider les personnes à gérer les problèmes qu'elles rencontrent, transmettez des informations, mettez les personnes en contact avec leurs proches. Tout ceci, là encore, est plutôt évident. Mais il y a des primo-intervenants qui passent leur chemin. Il y a des primo-intervenants qui ne pensent pas à donner, enfin, être l'entremetteur, en quelque sorte, de la relation avec les proches. Or, les proches, c'est capital. Quand on a une catastrophe, mais où est passé mon enfant? Où est passé mon mari? Où est passé mon épouse? Parfois, voilà, on est dans l'angoisse la plus terrible de savoir ce qui se passe. Et donc, rassurer au moins la personne en disant « je vais tenter de chercher, je m'y mets, je vais en tout cas
participer à la recherche de la personne disparue ou de la personne qui a un problème, ou même on l'a identifiée, on l'a trouvée, elle est en situation d'urgence, on doit l'emmener à l'hôpital, informer pour rassurer, communiquer pour soulager, répondre à la demande, à sa demande, pour vraiment aider. C'est quelque chose qui doit être immédiat. Immédiat. C'est vraiment un réflexe conditionné, je ne cesse de le répéter. Alors, le temps passe vite, mais j'aimais quand même revenir sur des éléments éthiques majeurs qui méritent d'être soulignés. Merci beaucoup. Les ressentis de chaque personne peuvent être très différents. Beaucoup de personnes peuvent se sentir dépassées, accablées, désorientées, ou ne pas bien comprendre ce qui se passe. Elles peuvent avoir très peur, ou éprouver de l'anxiété, ou alors se sentir comme paralysées et se coupent de la réalité. Ces réactions, donc, face à l'événement, peuvent être plus ou moins fortes selon les individus. Et la manière dont chaque personne réagit dépend donc de nombreux facteurs. Waouh! Cette complexité, cette diversité casuistique appelle déjà l'humilité de l'intervention. On ne pourra jamais tout savoir, on ne pourra jamais aider tout le monde de la meilleure façon possible, mais au moins avoir conscience de la diversité du ressenti, c'est capital. Autre exemple, autre parallèle. Pendant longtemps en France, on pensait qu'une vraie victime de viol, dans la plupart des commissariats de police, c'était quelqu'un qui pleurait. C'était quelqu'un qui arrivait terrifié par ce qui lui était arrivé, et donc le bon sens apparent est de dire la personne qui a vraiment été victime de viol, elle souffre dans sa chair et elle est débordée de souffrance. Jusqu'au jour où on s'est aperçu que, cliniquement parlant, il existe de multiples autres réactions, bien sûr, et en particulier tout le contraire, c'est-à-dire le fait qu'une victime est soumise au principe de dissociation psychologique. Dissociation, ça veut dire que la personne est en train de la violer, la personne est en train donc de s'abattre sur elle, de la pénétrer, etc., etc. C'est tellement horrible, c'est tellement terrible que, inconsciemment, la victime coupe psychologiquement sa relation avec son corps. Autrement dit, c'est comme si je vous disais, vous avez les nerfs qui passent dans votre corps, et donc on va couper les faits pour que la douleur n'arrive jamais au cerveau. Elle coupe, elle dissocie, elle clive sa relation de souffrance avec ce qui se passe. Et donc, le type est en train de la violer, alors qu'elle souffrait le martyre, elle recourt à un mécanisme de défense psychologique inconscient qui l'amène à ne plus, en tout cas, souffrir psychologiquement au point de ne voir qu'un individu qui vienne la pénétrer dans le bas de son corps. Et le haut de son corps, c'est comme si elle regardait les nuages presque, et en se disant, voilà, j'attends que ça passe. Quand cette personne, imaginez maintenant, arrive au commissariat de police, et on vient à expliquer ce qu'il en est, le policier de base, qui n'a eu aucune formation dans ce domaine, comme certains d'entre vous sans doute n'ont jamais eu de formation en psychologie des victimes de catastrophes naturelles, vont se dire, mais est-ce que cette personne me raconte vraiment la vérité? Parce qu'elle arrive calme. Elle arrive sans vraies émotions. Elle arrive presque froide devant moi, rigide psychologiquement, carapacée.
Et là, on a le malheur, éprouvé dans l'histoire de France, que ces policiers et gendarmes, mais ça peut être aussi des ambulanciers, ça peut être aussi des médecins, ça peut être aussi de n'importe quel primo-intervenant qui accueille cette victime, de considérer que c'est pas grand-chose, de considérer même que sa parole ne vaut rien, de se dire que finalement, voilà, vous repasserez, revenez chez vous, c'est pas grave, vous allez voir, c'est finalement pas un drame, etc., etc. Parfois, on ne prend pas la plainte. Parfois, on n'est pas du tout dans la recherche ADN. Parfois, on n'est pas du tout dans la prise en charge hospitalière pour aller chercher des éléments donc d'aide psychologique. Rien, quoi. Parce qu'on considère a priori que cette victime n'est pas sérieuse, que cette victime n'a pas grand-chose, que cette victime ne mérite pas qu'on l'aide. Et ça vient, vous croyez, d'elle, ou ça vient du primo-intervenant qui n'est pas formé, qui ne connaît pas bien cette victime, qui n'a pas les ressorts intellectuels ou de connaissances pour décemment s'adapter à elle. C'est ça l'enjeu. Et dans les victimes, dans les différents ressentis, il peut y avoir une victime qui peut avoir une grande diversité dans la nature et la gravité des événements vécus. Il y a des gens, par exemple, qui se souviennent d'un accident de voiture toute leur vie, mais qui auront tourné la page depuis longtemps d'un tremblement de terre. Parce que, voilà, cet accident de voiture a peut-être été en rapport direct avec la mort, elle s'est sentie beaucoup plus impliquée. À ce moment-là, elle était extrêmement émotionnelle, elle n'avait pas les mécanismes de défense d'avant, donc, à voir. Deuxièmement, on peut avoir des expériences antérieures d'événements stressants. Je l'ai déjà dit. Imaginons que cette personne a déjà frôlé la mort à 5 ans. Ou à 15 ans, donc, elle a été victime d'une agression. Ou, et à 20 ans, elle a été victime donc d'une première catastrophe naturelle. Comment croyez-vous qu'elle va réagir la deuxième, troisième, quatrième fois d'une catastrophe naturelle? Il faut remettre ça en perspective. Son ressenti peut être démultiplié si elle a une accumulation de traumatismes comme une blessure, une plaie. Je prends souvent cette image-là. Elle a une plaie physique, donc la plaie est ouverte, on voit le sang, on voit effectivement la chair, etc. Et là, vous mettez du sel dessus. Le sel dessus, c'est le nouveau traumatisme de la catastrophe naturelle. Et quand bien même ce serait une petite catastrophe où elle était juste témoin, si je puis dire, où elle était éloignée, où elle n'a pas vécu dans sa chair le problème, parce qu'elle est déjà avec une plaie, un rien devient violent, vif pour elle, extrêmement traumatisant. Elle n'a pas cicatrisé dans sa tête, elle doit être d'abord traitée pour ça, ou en tout cas être considérée comme ça dans la prise en charge. Mais on peut avoir, je le répète, l'inverse. Il faut toujours raisonner le tout et son contraire. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont capables de rester à vif toute leur vie, si on ne fait rien, si ça ne change pas, et des gens qui sont tout de suite dans le mécanisme de défense inverse. Le tout et son contraire. Soit vous êtes extrêmement vulnérable, soit vous vous carapacez. Vous revêtez une armure psychologique en se disant, quoi qu'il arrive maintenant dans ma vie, je vais donc voilà, me protéger derrière cette armure et rien ne pourra me toucher. Je deviens rigide, je deviens fort, soi-disant, je deviens inaccessible à la violence et à la douleur. Faux. Toutes ces personnes-là revêtent un masque. Et ce masque-là doit être levé pour être vraiment rééquilibré et traité comme il se doit. Il faut donc savoir dans quel cas nous sommes. Le soutien de l'entourage. Il y a des victimes qui s'en sortent très rapidement parce qu'elles sont aimées, parce qu'elles sont soutenues, parce qu'il y a une vraie union ou réunion affective entre elles. Elles reprennent pied parce qu'elles sont ancrées dans cette famille, elles retrouveront leur équilibre, leur stabilité grâce à elles. Mais il y a des gens qui ont perdu leurs proches déjà, qui sont seuls, qui sont célibataires, qui ont déjà sont dans un autre lieu où là où sont leurs parents, ils sont déjà délocalisés par rapport à eux, plein de situations de ce genre-là. Donc ils n'ont pas le ressort. Et là, vous, en tant que primo-intervenant, vous ne mesurez pas à quel point, pour ces personnes-là, vous êtes important. Parce que vous êtes la seule alternative, la seule aide vraiment parfois que cette personne rencontre dans sa vie. Dans ces cas-là, vous devez tenir bon. Vous devez vraiment ne rien lâcher. D'ailleurs, de manière générale, tous autant que nous sommes dans cette salle, nous ne devons jamais renoncer.
ne jamais abandonner, avoir l'obstination de l'aide quoi qu'il arrive, mais, puisque ça ne s'improvise pas, apprendre à mieux se connaître, apprendre à mieux connaître les autres, et enfin apprendre à mieux connaître les techniques adaptées dans chacun des cas. C'est le triptyque. Apprendre à mieux se connaître, apprendre à connaître les autres, apprendre toutes les techniques adaptées à chacun des cas. La santé physique. Vous croyez qu'une personne handicapée aura les mêmes ressorts qu'un sportif de haut niveau? Vous croyez qu'un enfant ou une personne âgée aura les mêmes ressorts qu'une personne dans la valeur de sa forme des 30-40 ans? Vous croyez qu'une personne qui est déjà malade, qui a le virus, qui, je sais pas, l'hépatite, le sida, qui a un gros souci donc de rhume, même une grippe, quelque chose en tout cas qui le mine dans sa santé, aura les mêmes ressorts? Nous savons bien tous ici les effets psychosomatiques. Psychosomatique, ça veut dire les liens étroits qui existent entre la psychologie et somatique, tout ce qui est plus physique, physiologique, etc. Par exemple, si j'ai un mal de tête physique, je deviens abattu, lent, je deviens complètement un peu dans le brouillard, je suis voilà, psychosomatique. Et ce qui est intéressant pour les primo-intervenants, c'est le raisonnement inverse, comme tout profileur au passage. Profiler une personne en l'observant décemment, en disant que si elle est comme ça, alors il se peut qu'elle ait mal de tête. Et si elle a mal de tête, qu'est-ce qu'il lui faut en priorité? Peut-être un médicament, peut-être d'autres choses, l'aspirine, autre chose. En tout cas, vous voyez, le raisonnement, il est là, de se dire que par l'observation somatique, le diagnostic posé, alors on peut commencer à aider. Et même si vous n'êtes pas médecin, il y a quand même le bon sens. Le bon sens commun, ou ce que vous allez apprendre comme rudiment des premiers secours psychologiques en la matière. Les antécédents personnels et familiaux de problèmes de santé mentale. Ben oui, imaginons qu'il y ait un schizophrène dans la famille, imaginons qu'il y ait un borderline dans la famille, imaginons qu'il y ait différentes pathologies liées à la neurologie dans la famille. Non pas que certaines histoires se répètent obligatoirement, mais vous devez prendre en considération quand même la constellation familiale pour savoir si, ne serait-ce que parce que j'ai vécu avec une maman schizophrène, que peut-être que mon comportement a été influencé. Peut-être que je ne réagis pas de la même manière, en tout cas pas comme tout le monde. Donc si vous savez ça, si vous avez ce renseignement-là, vous réalisez en fait qu'un médecin a tout intérêt à travailler avec un policier et un gendarme. Peut-être que le policier a besoin d'un renseignement médical qui va lui servir dans son intervention. Peut-être que le primo-intervenant du Croissant Rouge aura besoin d'une information que le gendarme connaît et pourra lui être utilisée à bon escient. Tout est bon. En tout cas, plus vous en savez, mieux c'est. La culture et les traditions. Est-ce que la personne, c'est une dimension en tout cas envisageable, a des ressources spirituelles ou pas? Quand vous n'êtes pas médecin, que vous ne pouvez pas donner des médicaments, quand l'écoute, vous sentez que c'est voilà, les principaux arguments que vous avancez, qui marchent bien d'habitude, ne fonctionnent pas avec cette personne, et puis tout à coup vous décelez au coin d'une conversation comme ça qu'elle est très spirituelle, croit en Dieu, vraiment, elle a cette dimension-là qui l'aide à l'évidence et là, vous dites, bon, même si vous n'êtes peut-être pas croyant, même si vous ne connaissez pas les textes de référence à la lettre, tentez, parce que c'est une accroche. On a besoin de raccrocher la victime à la vie psychologique d'abord. On a besoin de la raccrocher. Je dirais même, de la manière dont on me posait la question ce matin, mais criminologue, ça sert aussi pour, je sais pas, des enfants délinquants. Et je dis oui, et notamment les décrocheurs scolaires, comme au Canada. Qu'est-ce que c'est qu'un décrocheur scolaire? Mais quels sont les signes finalement qui font qu'un jeune, à un moment donné, il peut devenir délinquant? Là encore, chaque cas est différent, on ne peut pas admettre un principe général systématique. Mais, parmi les signes souvent admis, il y a le décrochage. Qu'est-ce que c'est qu'un décrochage? Eh bien, il se distance, il décroche de l'école. Il se distance, il se décroche de la famille. Il se distance et décroche des valeurs sociales les plus admises, les plus valides. Il décroche par rapport, effectivement, à ses envies, à ses passions,
qu'il a toujours pratiqué jusqu'à présent. Il décroche. Il commence à remplacer une vie par un vide. Il commence à remplacer une vie par un vide. Ça, c'est effectivement l'un des signes annonciateurs, précurseurs d'un problème psychologique ou d'un problème de délinquance psychosociale, si rien n'est fait d'adapter à son cas. Et donc, la culture, les traditions, si vous savez que la personne a plutôt une dimension spirituelle ou autre, elle aime le sport, elle aime sa femme, cette personne, elle aime bien effectivement aussi, elle aurait voulu être pompier mais elle n'a pas réussi, voilà, donc elle a une espèce d'échec là-dedans, mais peu importe, on essaie de la raccrocher à ce qui la passionne, à ce qui va être un moyen de lui redonner l'envie, quoi que ce soit. Et quand vous discutez avec la personne, tôt ou tard, vous allez entendre « Ah oui, cette personne, elle m'est importante. Ah oui, j'aimerais faire ceci. Pour moi, c'est prioritaire de faire cela. » Vous piochez dans ce qu'elle vous dit et vous raccrochez, vous accrochez cette personne-là comme un hameçon presque. Hein. C'est peut-être un peu dur comme image, mais au moins, vous allez effectivement la reprendre et ensuite vous brossez un tableau motivant, encourageant. C'est un peu aussi le sens de ma remarque ce matin. Je comprends parfaitement qu'on soit un petit peu désabusé et qu'on aimerait faire plus et que le système n'est peut-être pas à la hauteur de certains enjeux. Mais cela ne sert à rien, au bout du compte. Je dis bien au bout du compte, si ce n'est rappeler des évidences ou un état des lieux qui est malheureux, mais c'est ainsi, de tourner autour des manques. S'il y a des manques, comblons-les. S'il y a des manques, agissons. Si nous avons donc des choses à faire ensemble, faisons-les. Allons de l'avant, tournons-nous vers l'avenir. Partons justement de ce constat et se dire qu'il y a des gens qui travaillent déjà dessus, il y a des choses qui se font déjà, mais qu'on peut rajouter ça. Et notamment, les premiers secours psychologiques. Je vais vous donner un autre exemple. Un dernier exemple, avant de vous laisser à quelques questions de débat, parce que je pourrais en parler des heures, mais mon temps est limité et je veux laisser la part belle aussi à mon ami. C'est ma sœur qui s'appelle Karen Montet-Toutain. Qu'est-ce qui est arrivé à ma sœur? Elle était enseignante dans une école, un lycée professionnel d'art plastique. Un lycée d'Étang, donc au sud de Paris. Vous allez voir, c'est pleinement dans le sujet. Il y a un jeune homme qui a été déraciné. Il y a un jeune homme qui était de culture très différente de la France. Il y a un jeune homme qui n'avait pas connu de père, abandonné par son père. Il y a un jeune homme qui avait une mère particulièrement laxiste, négligente, dépassée par les événements, et qui avait laissé son fils devenir presque un enfant roi. Il y avait un jeune homme qui avait déjà été humilié et expulsé de différents lycées à cause de tous ces problèmes. Et un jeune homme qui n'avait pas les ressources naturelles et qui n'avait jamais, devant Dieu, à ma connaissance, été aidé de ce genre-là, dès que ces problèmes sont arrivés ou au fur et à mesure d'un accompagnement et d'un suivi digne de ce nom. Bref, il était seul face à ces problèmes qui se sont accumulés avec le temps sans véritable échappatoire ni alternative sérieuse. Ce jeune homme était une bombe à retardement. Forcément. Mais qui en est responsable d'abord? La société. Quand je dis la société, c'est une addition d'individualité. C'est pas le système en général, c'est pas la police, c'est pas le Croissant Rouge. C'est tous ceux qui la composent et qui ont la capacité d'intervenir au mieux s'ils en ont l'occasion. Mais dans son cas, ce jeune homme, j'ose dire que vraiment c'était le néant. Et un jour, il débarque dans la classe de ma sœur, qu'il exclut parce qu'il n'a pas, en tout cas, un comportement adapté de décence suffisante en respectant les règles de conduite élémentaire dans un lycée.
Il est exclu une semaine. Sa mère l'apprend, lui assène à ce moment-là un sermon comme jamais en disant « Tu es une honte pour la famille, tu es toujours le même, tu es toujours celui qui est nul, tu es toujours celui qui pose problème, tu es toujours celui qui nous fait honte. » Frustration existentielle, je dis bien, au lieu d'être stocké d'amour, rempli d'estime de soi, avec une identité claire où on aurait valeur et honneur à le présenter comme tel, il n'est rien si ce n'est un objet de reproche systématique de la part de sa mère et de ses proches, et maintenant de sa maîtresse ou son professeur principal. Frustration existentielle, il aurait pu tomber en ne faisant plus rien, décrocher complètement du système, mais il a l'orgueil, il a la colère, il a la rage accumulée avec le temps. Et il en vient à vouloir tuer sa prof. Il prend un couteau de cuisine, il se présente au lycée. Il fait le jeu de celui au départ dans la classe qui ne veut pas enlever son bonnet sur la tête. Ma sœur vient le voir en disant « Tu sais très bien qu'il faut enlever ton bonnet parce que blablabla. Bla. » Non, madame, je n'enlèverai pas mon bonnet. Hein? Alors tu vas voir le principal. Si tu ne me réponds pas, je vais absolument donc prendre une sanction exemplaire. Je crois déjà que tu as exclu, tu n'aimerais pas quand même que ça recommence. Elle joue l'autorité, mais l'autorité c'est quoi? Réfléchissez 30 secondes. Quelle image symbolique a ce jeune lorsque la prof se présente à lui face à face, en gueulant dessus, en lui reprochant je ne sais quoi, comme s'il était la honte? Il a l'image de qui en face de lui? Sa mère. Non, madame, je n'enlèverai toujours pas mon bonnet. Elle en rajoute une couche, elle se rapproche de lui, elle l'assène d'un certain nombre d'invectives en jouant encore plus l'autorité. Et là, d'après vous, qu'est-ce qui se passe? Parce que vraiment, ma sœur n'avait pas été formée à la psychologie. Il lui est arrivé une catastrophe ce jour-là, qui était naturelle, parce que attendue, naturellement, vu l'état psychologique de ce jeune homme. Coup de couteau en plein ventre. Elle tombe. Puis il continue, parce que bien entendu, il veut la tuer. Et elle doit son salut à un collègue qui arrive dans la salle, qui a entendu les cris de panique des élèves qui sortent en trombe de la salle et qui vient s'interposer comme un homme fort, qui ne lâchera rien en le regardant de face, disant « tu arrêtes tout de suite ou je t'explose ». Et là, oui, il voit bien à qui il a affaire, c'est presque animal, c'est primal. Oui, celui-là, il est plus fort que moi. Il lâche le couteau, l'évite et sort de la salle. C'est juste pour dire que ce soit à l'occasion d'une catastrophe naturelle, que ce soit à l'occasion d'une agression, que ce soit à l'occasion d'un accident, d'un deuil, de n'importe quel traumatisme psychologique, s'il n'est pas traité immédiatement, d'une manière ou d'une autre, nous en subirons tôt ou tard les conséquences dans la société. Parce que la société ne s'est pas donné les moyens adaptés, parce que la société, alors qu'elle savait qu'on en a parlé, que nous l'avons répété, que chacun sait qu'il faudrait faire quelque chose, ça nous arrivera en boomerang tôt ou tard. Soit parce qu'on regrettera de ne pas avoir fait assez, on nous serons coupables, soit parce qu'effectivement, cette personne ne saura plus être une bonne mère, tellement elle est éprouvée par ce qui lui est arrivé. Les victimes seront ses enfants, les victimes seront son mari, les victimes seront tous ses proches, et qui, voilà, victimes par ricochet de ce traumatisme, d'une catastrophe naturelle. Et à l'inverse, enfin, des personnes qui compensent et qui deviennent agresseurs. Qui peut croire aujourd'hui que la psychologie n'est pas capitale, que les moyens psychologiques ne sont pas capitaux, quand nous parlons de radicalisation qui amène une personne en à peine quelques semaines à se suicider dans une bombe?
C'est vous dire l'importance cruciale de cette dimension sans aller chercher l'explosion, sans aller chercher le terrorisme nécessairement. C'est vous dire que si vous avez une bombe qui explose d'un côté, croyez-vous que ce sera, pour quelqu'un qui ne sait pas au départ d'ailleurs d'où vient cette bombe, mais il y a une explosion, il y a la terre qui tremble, il y a la fumée qui va avec, il y a l'onde de choc, il y a tout ce qui fait qu'à un moment donné on perd pied sur ces repères spatio-temporels. Et vous allez me dire que là, cette victime, elle saura tout de suite si c'est un tremblement de terre ou un attentat terroriste. L'effet premier est le même et l'intervention pour les premiers secours psychologiques sont tout aussi cruciaux. Merci infiniment. Merci, monsieur.